Novak Djokovic est immortel, le Serbe s'impose en quart de finale de l'Open d'Australie contre Carlos Alcaraz, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. En 3h30 de jeu, il rallie ainsi sa 12e demi-finale à l'Open d'Australie. Et il n'a perdu qu'une seule fois en demi-finale, c'était contre Yannick Sinner en 2024. Et dans ce match, entre l'Espagnol et le Serbe, il s'est passé plein de choses. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Même si, qu'on se le dise, le niveau n'était pas à la hauteur de nos attentes. On a eu un premier set avec beaucoup de tension et surtout un Novak Djokovic qui a eu un temps mort médical. Et là, je pense qu'on s'est tous dit, c'est reparti comme en 2021 avec les abdos et comme en 2023. Et à chaque fois, il a réussi à s'imposer à Melbourne. Et là, rebelote, il refait le coup. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher un 25e titre du Grand Chelem, sachant qu'il doit encore battre Zverev en demi-finale, puis un autre adversaire en finale? C'est ce que nous allons voir, mais chapeau à Novak Djokovic qui a su modifier son jeu avec cette blessure en se montrant ultra agressif. Et à l'inverse, Carlos Alcaraz qui est passé un petit peu à côté de l'événement. Avant de revenir sur ce match, un mot du sponsor de cette vidéo. Quand on est créateur de contenu, on passe beaucoup de temps assis pour écrire un script, pour tourner, pour monter, pour publier. Et c'est capital d'être bien installé. Et c'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, FlexiSpot. FlexiSpot qui est connu pour ses bureaux assis debout, mais qui fait également des chaises ergonomiques. Et c'est justement d'une chaise que je veux parler, la BS12 Pro sur laquelle je suis assis, qui est ajustable à souhait, que ça soit sur la hauteur du siège, mais également on peut l'avancer, le reculer. Pareil pour les accoudoirs qu'on peut lever pour être vraiment confortablement installé à son bureau quand on tape au clavier. Pareil au niveau de l'appui-tête. Et ce qui est royal, c'est vraiment le fait qu'on peut, comme ça, s'allonger un petit peu, baisser le siège et derrière on tape ses meilleures siestes durant l'Open d'Australie. Et enfin, à l'arrière de la chaise, on a un renforcement pour les lombaires, ce qui fait qu'on n'a plus aucune excuse quand on va jouer au tennis le week-end en disant qu'on a mal au dos. Si tu veux t'équiper en ce début d'année, FlexiSpot fait énormément de promos sur son site. Je te mets tous les liens en description et un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. On revient à notre match entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz où le Serbe s'impose en 4-7. Déjà, au niveau des conditions, il y avait pas mal de vent et il faisait assez frais, entre 15 et 20 degrés. C'était vraiment le premier match de Carlos Alcaraz en night session aussi tard dans la nuit. Il allait devoir s'adapter aux conditions et on a très rapidement vu que ça pouvait poser problème. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce match, je vais reprendre le déroulé de la rencontre, à commencer par le premier set qui fait 6-4 pour Carlos Alcaraz où dès le début, on a vu que les deux joueurs étaient ultra tendus. C'était attendu cette affiche et l'un comme l'autre, ils ne savaient pas trop comment réagir parce que c'est pas évident. On se rappelle tous de ce match à Roland-Garros en 2023 où là, Alcaraz s'était mis une pression monumentale. C'était un petit peu pareil dans ce match. C'est Djokovic qui va faire le meilleur départ, qui va mener 2-0. On va vraiment avoir un Espagnol crispé qui va commettre des fautes côté coup droit, côté revers. Et on a la réaction immédiate de Carlos Alcaraz avec un magnifique revers long de ligne qui va s'offrir le débreak. Et dans ce jeu, c'est Djokovic qui aura commis quelques fautes, notamment côté coup droit. Et c'est à 4-4 qu'on aura des nouvelles occasions de break. Ça sera pour Carlos Alcaraz. Il y en a une partie qui vont être sauvées par Novak Djokovic avec de l'agressivité côté coup droit et le fameux coup court croisé qui sort un petit peu Carlos Alcaraz, qui lui fait taper un coup droit en bout de course où il commet un petit peu plus de déchets. Une autre balle de break qui est obtenue d'un magnifique revers long de ligne de la part d'Alcaraz qui va être bien sauvé par un service puissant de Novak Djokovic. Et la troisième fut la bonne pour Carlos Alcaraz avec un coup droit qui va être faute de la part de Djokovic. Et c'est là que la terre va trembler. Le medical time-out à 5-4 où Djokovic va sortir, va se faire soigner. On l'a vu au niveau de ses déplacements, c'était un petit peu compliqué, notamment sur la partie droite, sur son côté coup droit. Et c'était le cas depuis le premier point du 9e jeu où sur une course, Djokovic s'est peut-être froissé un muscle au niveau des adducteurs. En tout cas, après, il a été strappé. Djokovic va perdre le jeu suivant, c'est sur le service d'Alcaraz. Et c'est l'Espagnol qui va remporter cette première manche 6-4. On n'a pas un niveau folichon, qu'on se le dise. On a un Alcaraz qui est très tendu. On voit d'ailleurs des schémas préférentiels de Novak Djokovic à axer le jeu côté revers de Carlos Alcaraz avec son ajustement, avec ce revers plus compact, mais où il perd en contrôle. On va le voir commettre de vilaines fautes. Et Alcaraz qui va essayer de passer en force, en agressivité. Et il va commettre des fautes et des coups gagnants. Il va faire un petit peu la pluie et le beau temps, là où Djokovic va être un peu plus passif dans cette entame de match. Et à la fin de ce set, forcément, j'avais en tête 2021-2023, je me suis dit Djokovic blessé à l'Open d'Australie. C'est un bourbier le truc, et ça n'a pas loupé, parce que dans le deuxième set, on a une réaction de la part de Djokovic qui va ajuster son plan de jeu. Il va breaker rapidement pour mener 3-0, parce qu'il va se montrer beaucoup plus agressif, que ça soit au niveau de son service, dicter les points avec un service plus simple côté coup droit, également la relance où il va s'avancer, où il va priver de temps Carlos Alcaraz, il va l'asphyxier un petit peu. Et c'est qui tout double cette stratégie, parce que quand tu es en réussite, c'est très bien, mais derrière tu peux commettre de vilaines fautes.
Et on va voir un Alcaraz qui va commencer à cogiter. Ok, déjà qu'il est un petit peu tendu. Là, il y a un énorme combat mental qui va s'imposer avec Djokovic, blessé, pas blessé, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois changer. Mais on a un Djokovic qui a réagi là où Alcaraz, lui, n'aura vraiment jamais changé dans cette partie un petit peu son plan de jeu. Il sera toujours resté sur son plan A, à défaut et à tort, parce que ça lui aura porté préjudice, même si dans ce set, il va faire le débreak. Et Alcaraz va avoir pas mal de jeux compliqués quand même à 3-2 alors qu'il menait 40-15. On sentait encore trop agressif, pas suffisamment en contrôle. Et on va avoir un Espagnol qui va réussir à revenir à 3 partout, sachant que Djokovic va mener 3-0, là ça va faire 3 partout. Et on a Djokovic qui va se dire ok, il m'a débreaké, très bien. Je vais assurer mes jeux de service, je vais me montrer agressif, d'autant plus que j'ai un schéma qui marche, le slice côté égalité, sortant sur le coup droit d'Alcaraz, qui m'apporte énormément de points gratuits. Ce qui fait que moi, finalement, j'ai juste à gagner un jeu pour le breaker. J'ai commencé à servir. Donc à 5-4, on a Djokovic qui va faire un magnifique jeu de retour. Il va se montrer ultra agressif. Alcaraz, il ne va rien pouvoir faire. Et là, le Serbe est revenu dans la partie 6-4 pour Novak Djokovic. Le troisième set, c'est un petit peu la même chose. Ça fait 6-3. On a un Novak Djokovic qui va se tenir à son nouveau plan de jeu, son plan B par rapport à son état de forme, cette incapacité à se déplacer à 100%. Et un Carlos Alcaraz qui en face, lui, ne va rien adapter, hormis quelques points par-ci par-là, où il va réussir à décaler côté coup droit, attaquer sur le coup droit de Novak Djokovic, qui l'aura fait reculer, quelques petites amorties par-ci par-là, mais globalement c'est beaucoup trop timide. On va se faire manger dans cette diagonale revers. Il va y avoir un break de Djokovic, puis un débreak dans la foulée, et ensuite le rebreak immédiat de Djokovic qui va s'envoler dans ce set. Là, on commence vraiment à se poser des questions parce que face à un Djokovic diminué dans ses déplacements, Alcaraz, c'est presque une faute professionnelle de pas faire mieux par rapport à ce qu'il a pu montrer, par rapport à sa créativité. Là, c'était beaucoup trop stéréotypé, je trouve. Et le quatrième set qui fait 6-4, qui est peut-être le set le plus intéressant. On a vraiment eu du tennis champagne pour le coup, avec un Djokovic qui va breaker d'entrée. On sent vraiment Alcaraz pas au mieux. Et pourtant, sur chacun des jeux de Novak Djokovic, le Serbe va être inquiété que ça soit à 2-1, à 3-2 ou à 4-3. Et à chaque fois, Djokovic, il va sortir l'acier, que ça soit au service, avec ce schéma de jeu préférentiel, ce slice sortant côté égalité, où il va avoir énormément de points gratuits avec Alcaraz, qui était incapable de retourner comme aux Jeux Olympiques. Également, en se montrant agressif avec son coup droit, en prenant beaucoup plus de risques. Là où Alcaraz, c'était timide. On sentait vraiment qu'il n'y avait pas vraiment de fil conducteur dans tout ça, et là encore, c'est une erreur de la part de l'Espagnol, là où Djokovic a su réagir par rapport à son état de forme du moment. On peut également parler des choix judicieux de Novak Djokovic sur une balle de break, l'a sauvé avec un service volé. Vraiment, il aura beaucoup varié et ce sera montré réaliste, et un Djokovic réaliste, c'est un Djokovic qui fait mouche. Ce qui fait que si je fais un bilan de ce match, globalement, le niveau n'a pas été à la hauteur. Les deux joueurs se sont mis beaucoup de pression par rapport à cet affrontement que tout le monde a encerclé en se disant « je veux voir ce quart de finale Alcaraz, Djokovic ». À chaque fois, c'est banger sur banger. Et là, c'était un peu comme on a pu l'avoir à Roland-Garros 2023. Mais en fait, on a une situation initiale avec deux joueurs extrêmement tendus. On a eu cette blessure, cette alerte physique de la part de Novak Djokovic. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire que ça a sublimé le Serbe, parce que quoi qu'il arrive, il savait qu'il ne pouvait pas s'engager dans des longs rallyes. Il savait qu'il allait devoir jouer son va-tout à certains moments pour faire la différence. Et ça a poussé Djokovic à passer d'une situation où il était un petit peu passif à être vraiment l'agresseur, celui qui allait dicter les échanges, prendre la balle tôt, très bien servir, parce qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Là où en face, Alcaraz, du début à la fin, il est resté un petit peu sur son plan de jeu, sans vraiment de fil conducteur, de lien, parce que c'était beaucoup trop timide, où il essayait de jouer un petit peu Djokovic en puissance, où il manquait de contrôle, il était l'agresseur, il essayait d'être le plus agressif possible, et à tort, parce qu'il a commis énormément de déchets. On a vu son ajustement technique côté revers, avec ce revers plus compact, il perd en contrôle, ce qui fait que Djokovic en a énormément profité, en jouant beaucoup sur cette diagonale. Derrière, sans parler du slice côté égalité qui a fait la différence pour Novak Djokovic. Et par moment, Alcaraz a réussi à faire quelques beaux décalages côté coup droit, des amortis. Mais voilà, ça manquait de créativité, je trouve. Et encore une fois, je parlais de faute professionnelle en exagérant. Mais là, on parle d'un joueur quand même, de Carlos Alcaraz, qui a gagné 4 tournois du Grand Chelem, qui a déjà battu Novak Djokovic 2 fois en finale à Wimbledon. C'est pas possible de ne pas changer de plan de jeu et de ne pas profiter d'un adversaire diminué, parce que sur ses déplacements, à un moment dans le deuxième set, je pense que Alcaraz il peut beaucoup mieux faire. Et s'il mène de 7 à rien, c'est quasiment plier ce match. Donc là, Alcaraz, il est jeune, on va pas lui tomber dessus, il a encore le temps d'apprendre. Et quoi qu'il arrive, il a déjà une super carrière. Mais sur ce match, un peu de déception, je pense, de la part de l'Espagnol par rapport à son plan de jeu, comment il a préparé cette rencontre. Tout l'inverse de Novak Djokovic, qui a 37 ans, a encore été incroyable d'un point de vue physique. Il a su faire la différence, il a su faire parler son QI tennis, s'adapter
à son adversaire, vraiment faire parler cette puissance, son service puissant. Et c'est comme ça qu'il peut battre la next-gen, un Sinner, un Alcaraz. C'est vraiment en prenant la balle plus vite plutôt que pour vraiment les asphyxier et être le plus agressif des deux. Et en tout cas, Novak Djokovic est en très bonne position pour faire ce qu'il a fait en 2021 et 2023 à l'Open d'Australie. En demi-finale, il a rendez-vous avec Alexander Zverev. Avant de passer à cette affiche, si tu ne nous connais pas, nous c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Djoko Match sur le bouton pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, tu cliques sur le pouce bleu pour qu'il soit recommandé à d'autres utilisateurs passionnés de tennis comme toi et active la petite cloche. Comme ça, tu ne manqueras aucune de nos vidéos. Djokovic, c'est 12 demi-finales à l'Open d'Australie. Alexander Zverev, c'est seulement 3, sachant qu'il a perdu en 2020 contre Dominic Thiem et en 2024 contre Daniil Medvedev, où il s'est pris une remontada alors qu'il maîtrisait ce match. Qu'en est-il par rapport à son état de forme, son parcours? Au premier tour, ça a été Lucas Pouille, une victoire tranquille pour lui, score un petit peu trompeur. Au deuxième tour, Pedro Martinez, là encore, pas d'inquiétude. Fernet, au troisième tour, bon, première semaine assez tranquille de la part d'Alexander Zverev. On disait peut-être que l'Allemand va enfin casser son plafond de verre en majeur, qu'il va réussir à faire une quinzaine solide en s'économisant. Et non, il fallait qu'il y ait ce match en 8e contre Hugo Humbert, où on sait que le Français, voilà, avec sa patte de gaucher, c'est un match-up très compliqué pour notre Hugo national, parce que Zverev va annihiler toutes ses armes avec son revers un peu anti-gaucher, sa capacité également à la relance de ne pas subir le slice extérieur d'un gaucher. C'est ce qu'on a vu avec un premier set totalement maîtrisé de la part d'Alexander Zverev, qui était très agressif dans les deux diagonales, qui faisait un super match, et ça a commencé à cafouiller dans le second set, où il le perd assez violemment quand même, avec un Alexander Zverev qui ne mettait plus une balle dedans, qui commettait beaucoup de déchets côté coup droit, le service ne passait plus, et il y a eu ce petit tournant à 4-3 au troisième, où on a un Zverev qui va se dire « Ok, là, je suis pas dans un grand jour en ce moment. Je vais me mettre 4 mètres derrière, je vais être ultra passif, faire du pouce bas balle et remettre la balle systématiquement. Essayer de pas faire de faute. Mon adversaire, voilà, qui est quand même un joueur qui est agressif, ça va être à lui d'aller chercher les points. Et ça a fait mouche, sachant que Hugo Humbert a commis pas mal de déchets. Il s'est fait manger d'ailleurs sur sa seconde balle avec 23% de points gagnés derrière. Son slice sur seconde ne marchait pas du tout contre Alexander Zverev avec son énorme revers qui a mis en difficulté Hugo Humbert. Et reblotte en quart de finale contre Tommy Paul, même si Zverev s'impose en 4-7, on a eu un Tommy Paul qui a choqué, c'était vraiment un duel de choker avec des défaillances pour les deux côté coup droit. Certes, Tommy Paul relance bien, a des bonnes compétences athlétiques, mais côté coup droit, c'est défaillant. À chaque fois, il a servi pour remporter le premier et le deuxième set, et à chaque fois, il va perdre le tie-break assez sèchement, où dans ces moments de tension, son coup droit lui a complètement échappé à Tommy Paul. Il arrive à prendre le troisième set, mais derrière, il n'arrive pas à faire la différence. Alexander Zverev aura laissé passer l'orage, même si c'était beaucoup passif dans ce match, et c'est un peu ce qui lui fait défaut, je trouve, à l'Allemand depuis son match contre Hugo Humbert. Et ça risque d'être très compliqué pour sa demi contre Novak Djokovic. Le Serbe mène 8-4. Et là, honnêtement, après ce qui s'est passé, c'est difficile d'aller contre Novak Djokovic. C'est comme si c'était le tournant de son tournoi, ce match contre Carlos Alcaraz. Avec cette blessure, il a 3 jours pour se remettre, à voir dans quel état il sera. Mais contre Alexander Zverev, forcément Djokovic, il relance très bien. Et surtout, il va exploiter cette diagonale coup droit qui est vraiment la défaillance de l'Allemand. Côté revers, voilà, il peut lui donner le change. Un passif, un Djokovic peut-être diminué, qui va devoir faire en place une stratégie ultra agressive. Je pense que là, il va vraiment profiter des lacunes un petit peu de passivité de son adversaire. Et pour Alexander Zverev, ça va être très compliqué, hormis s'il arrive à servir le feu durant 5 sets et à être ultra agressif côté coup droit. Ce dont je doute, je pense que ça peut être un match où une victoire du Serbe en 4-7. Pour le storytelling, cette histoire incroyable de battre le 3, le 2 et pourquoi pas le 1 en finale avec cette blessure. On va en savoir plus un petit peu dans les minutes, dans les heures qui arrivent. Mais voilà comment je vois cette physionomie de match où pour moi, Alexander Zverev, il a un peu décliné sur cette quinzaine avec sa passivité qui a refait parler d'elle, là où Djokovic a vraiment monté le curseur, même s'il y a cette incertitude physique. En tout cas, on sera là pour débriefer de tout ça. On se retrouve en live, on reviendra sur les 8 affiches des différents quarts de finale chez les dames et chez les messieurs ce mercredi. Et pour patienter, je t'invite à aller voir cette vidéo qui retrace la rivalité entre Nadal et Djokovic.